Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, unboxing et présentation des règles de Battle in Balin's Tomb pour The Lord of the Rings, qui est un petit jeu de plateau qui est sorti en 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est un jeu qui est en anglais, il n'existe pas de version française. On voit qu'il y a marqué ici âge jusqu'à 12 ans et plus. En fait, je pense qu'on peut jouer avec des sensiblement plus jeunes que ça. 30 à 45 minutes par partie, 2 personnes et plus. En général, on se limitera à 2 personnes. Et on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Si on regarde au verso, on voit il y a la liste de tout ce qu'il y a dans la boîte ici, bien entendu le livre de règles, les cartes de personnages et aussi des cartes qui vont servir aux joueurs gobelins, le plateau de jeu, bien entendu toutes les figurines, quelques dés et ainsi de suite. Regardons le contenu en détail. Alors, quand on ouvre la boîte, c'est une belle boîte épaisse, hein, c'est du beau matériel. On se retrouve face à une feuille cartonnée avec une image de la tombe de Balin tirée du film. C'est d'ailleurs une bonne idée d'avoir fait un jeu sur cette partie-là du film. C'est quand même une scène un petit peu iconique du premier film. Au dos, on va trouver la notice d'assemblage des différentes figurines. Pas beaucoup de surprises de ce côté-là, comme on va le voir quand on va regarder les figurines. On va avoir les socles, les grappes de figurines de 3 couleurs différentes qui correspondent aux couleurs des dés. On aura les dés pour les personnages en bleu, les dés pour les gobelins en rouge et le dé spécifique aux trolls en gris. Donc là, ils ont fait un petit effort d'organisation. Donc ça, c'est pas mal. On va regarder les grappes juste après, mais il n'y a pas énormément de choses à en dire. Des jetons pour compter les points de vie perdus, quelques dés qui sont spécifiques au jeu, les cartes de personnages et cartes gobelins, on va regarder à quoi elles correspondent ensuite, le livret de règles, on y jettera un coup d'œil mais vous allez voir il est très fin, il fait toute la taille de la boîte, il est un peu gros, et le plateau de jeu, qui est ici. On va commencer par jeter un coup d'œil au plateau de jeu. Alors concernant le plateau de jeu, on voit que c'est un grand plateau, il est plutôt joli, bien imprimé. Les cases ne sont pas fortement marquées, il y a des petites croix qui vont représenter ici et là les bords des cases. C'est pas plus mal quand on veut obtenir un bel effet. Il n'y aura rien de particulier sur ce plateau, il y a les emplacements de départ des personnages qui sont même nommés dans certains cas pour certains des personnages ici. Le compteur de tours qui va se retrouver sur le côté. Une belle illustration, alors là c'est un petit peu saturé à l'écran, malheureusement on voit pas bien. Alors si je mets mes mains, voilà, ça va adapter justement la luminosité, où on voit qu'il y a la tombe de Balin avec qui sera le point de départ de Gimli. C'est juste dommage qu'il n'ait pas mis le point de départ de Pipin juste à côté du puits, parce que ça aurait fait la bonne blague. En encadré rouge, les zones qui sont infranchissables, et le point de départ de chaque personnage est noté sur les différentes cases. Bref, c'est un beau plateau, rien d'exceptionnel, il est en carton épais, hein, c'est pas une feuille de papier, mais c'est toujours agréable d'avoir du beau matériel pour jouer. En ce qui concerne le livre de règles, eh bien, il tient globalement en 8 pages, couverture comprise. Les 2 premières pages vont présenter le matériel et comment on met en place. Rien d'exceptionnel. Et les règles, en fait, tiennent sur les 4 pages qui suivent. Jouer à ce jeu est tout simplement extrêmement simple. À mon sens, ce jeu est parfait pour initier des gens, pour initier des enfants. Notamment, c'est pour ça qu'ils mettent 12 ans et plus. Je pense qu'on peut facilement descendre en dessous de 12 ans. Comment ça va se jouer ? Chaque personnage ou chaque figurine est accompagné d'une carte, avec un déplacement, attaque, défense et le nombre de points de vie, plus des compétences qui vont avoir des effets un petit peu particuliers. Attaque et défense, c'est simplement le nombre de dés que l'on jette. Mouvement, c'est le nombre de cases en ligne droite ou en diagonale que l'on peut franchir. Sachant que, justement, quand on joue, c'est d'abord le joueur gobelin
qui joue et qui fait son tour. Il va déplacer toutes ses figurines et attaquer, ou en fonction des figurines, taper d'abord, puis se déplacer, c'est l'un ou l'autre. Et ensuite, c'est aux joueurs de la communauté de l'anneau. Quand on doit résoudre une attaque, eh bien, on jette autant de dés que prévu. Une épée, ça veut dire qu'on fait une touche, donc l'adversaire perd un point de vie. Un bouclier, qu'on encaisse une touche, donc un point de vie qui devrait être perdu, finalement n'est pas perdu. Et en fonction de si on joue justement la communauté de l'anneau ou les gobelins, les dés vont avoir une face spéciale. Alors, l'anneau pour la communauté de l'anneau, qui peut déclencher des effets spéciaux, ou quand on est en combat, ça devient un bouclier ou une épée selon le choix du joueur. Et un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec l'œil de Sauron, pour le joueur gobelin. Il faut savoir que le troll a un dé un petit peu spécifique, où il peut mettre un coup, 2 coups, ou avoir 2 boucliers. Comment se passent les attaques? Eh bien, quand on dit qu'on attaque, on jette autant de dés que l'attaque, l'adversaire jette autant de dés en défense, et on regarde ce que ça donne et combien de points de vie on perd. Il y a quelques règles sur les lignes de vue, mais rien de bien compliqué. Les compétences qui sont expliquées, justement les faces spéciales du dé, et les règles du deck gobelin, qu'on va regarder juste après, parce que le joueur gobelin, en fonction du tour dans lequel il est, va piocher un certain nombre de cartes qui vont avoir des effets, et qui vont représenter simplement le fait que les gobelins arrivent en masse ou pas, ou qu'il y a un nouveau troll qui arrive. Alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu ? Quelles sont les conditions de victoire? C'est bien simple, si le joueur de la communauté de l'anneau à la fin a 3 figurines au moins vivantes, dont Frodon, il gagne. Si il a moins de 3 figurines vivantes, c'est le joueur gobelin qui gagne, sinon c'est match nul. Il y a en plus, en dernière page, des challenges que l'on peut s'imposer en plus pour apporter un petit peu de la variété dans le jeu. Maintenant, regardons rapidement les cartes et ensuite on jettera un coup d'œil aux grappes qui sont connues étant donné qu'elles existent depuis un paquet d'années. Alors commençons par 2 cartes de personnages. D'un côté on a Gimli, un mouvement de 5, attaque 2, défense 2, 3 points de vie. Ses capacités, il est si résistant qu'il peut ignorer une épée obtenue par le joueur gobelin à chaque tour que le joueur gobelin fait une attaque contre lui. En gros il encaisse très très fort. Et quand il obtient l'anneau sur son jet de dés, quand il fait un jet de défense, il peut ignorer un coup, alors il semblerait que ça soit un coup du troll, parce que ça c'est spécifique au troll, en plus. Si on regarde le troll, il a 2 dés en attaque, 3 dés en défense, donc 2 dés rouges, 1 dé gris et 5 points de vie. Le troll peut attaquer des ennemis jusqu'à 3 cases de lui. Si l'ennemi est sur une case adjacente, en fait, il va jeter 3 dés, dont son dé gris, qui lui permet de coller des baffes en plus, au lieu des 2 dés rouges. On peut en profiter pour regarder les dés, où on voit que justement, il y aura 3 épées, 2 boucliers et un anneau qui peut faire l'un ou l'autre. On va avoir chez le joueur gobelin, c'est un petit peu différent. On a une épée ici, 2 boucliers, 2 épées, et une face vierge. C'est-à-dire que de temps en temps, le joueur gobelin peut ne rien faire. C'est ça aussi qui est intéressant en termes d'équilibrage du jeu, c'est vraiment qu'on a des dés spécifiques. Tandis que le troll, il a 2 faces avec une masse simple, une face avec une masse double, un double bouclier, un bouclier, et une face où il n'y a rien du tout. Donc vous voyez, c'est aussi un moyen, ces dés-là, il y en a 6 en tout, c'est un moyen d'équilibrer le jeu. Enfin, à chaque tour, le joueur gobelin va piocher des cartes. Voici quelques exemples de cartes. Par exemple, ils ont un troll des cavernes. Phrase bien connue. Le joueur gobelin va placer un troll des cavernes sur son carré de départ. Goblin Ambush, le joueur gobelin va placer un gobelin de la Moria à côté des trappes qui sont sur le plateau de jeu. Où ils arrivent, le joueur gobelin place un gobelin
à côté de chaque trappe et un gobelin à côté du puits. Donc, il peut y avoir beaucoup de gobelins. Il faut voir que justement, dans les figurines, on va être limité. Le joueur gobelin est limité par son nombre de figurines. Il ne peut pas littéralement mettre plus de figurines qu'il n'en a. C'est en ce sens aussi où ça limite un peu, mais ça représente bien le renouvellement des protagonistes au fur et à mesure où ils sont éliminés par la Compagnie de l'Anneau. Donc, de ce côté, voici la grappe gobelin. Donc, le joueur gobelin aura un total de 12 gobelins. Ça, c'est la grappe standard de chez Games Workshop. On peut voir qu'elle date de 2001, ils ne l'ont pas refaite. Bon, alors, on n'est quand même pas au niveau des figurines d'aujourd'hui, mais ça reste des figurines qui passent tout à fait. Le fait d'avoir fait la grappe de couleur est pas mal du tout. J'ai oublié de préciser que le jeu se jouait en 12 tours. Donc, au cours des 12 tours, ces 12 gobelins sont la quantité maximale de gobelins que vous aurez sur le plateau. Ils vont mourir bien entendu au fur et à mesure, et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, ça vous donne une opportunité d'en rajouter un. De la même manière pour le troll. Pour le troll, là aussi, c'est une grappe qui est connue, qui date de 2005. Rien de bien particulier concernant cette grappe. Quant à la communauté de l'anneau, qui est en bleu ici, là aussi c'est une grappe qui est connue. Personnellement, j'aime beaucoup la figurine de Sam avec sa poêle. C'est vraiment très dans le personnage, ou l'anneau qui est représenté ici. Alors il n'est pas gravé à l'intérieur, non, c'est un tout petit peu dommage. Là aussi, on peut voir que c'est une grappe de 2005. Bref, ils ont trouvé un moyen pas idiot de recycler des vieilles grappes. Et les figurines, alors on voit ici au-dessous de la cape de Gandalf que oui, ça reste des vieilles sculptures, mais ça passe tout à fait pour un jeu de plateau de ce type-là. En conclusion, voilà ce que j'avais à dire sur ce jeu. C'est un jeu qui me paraît très adapté pour faire de l'initiation. Il est très simple à mettre en place, il est vite joué, il a une certaine rejouabilité mais qui n'est pas folle non plus, à savoir que le point de départ de chaque personnage est prédéterminé, mais ce sont des choses que l'on peut modifier de ce point de vue-là. Mais pour initier des gens, notamment pour initier des enfants au jeu de figurines, notamment pour faire un pont vers le Seigneur des Anneaux, c'est un excellent moyen en reprenant des mécanismes très simples, une scène de bataille assez iconique et des figurines qui, malgré le temps, passent toutefois pas mal du tout. Et donc des mécanismes assez intéressants. Pour rappel, vous pouvez bien entendu retrouver cette boîte chez Maxirev qui est partenaire de la chaîne. Allez voir en description pour le lien. Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bien entendu, que le poil soit avec vous.